Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va parler des lois de Kepler. Donc on va rappeler ce qu'elles racontent et on va voir à quoi elles servent. Donc toute notre histoire, elle commence en 1609. En 1609, la star de la physique, c'est un Danois qui s'appelle Tycho Brahe et il s'est fait construire un observatoire astronomique absolument magnifique sur son île au Danemark. Et donc il observe avec ses meilleurs télescopes là les mouvements des planètes. Et à l'époque, il est convaincu, Tycho Brahe, que les planètes font des jolis cercles, hein, orbitent de manière circulaire autour des étoiles. Mais il est quand même un petit peu embêté, ça marche bien pour la plupart des planètes. Mais il y a quelques planètes où c'est un petit peu bizarre, le mouvement n'est pas exactement celui qu'il attend, notamment Mercure par exemple. Et donc qu'est-ce qu'il fait Tycho Brahe? Il demande à un de ses élèves, Johannes Kepler, un Allemand, de du coup passer quelques mois à observer toutes ces planètes qui tournent autour du Soleil et à lui demander est-ce que ça fait effectivement ou pas des cercles autour du Soleil. Donc Kepler, hein, évidemment, à l'époque, il obéit à son maître, à Tycho Brahe, et donc il va observer pendant des mois et des mois et des mois les mouvements de chacune des planètes autour du Soleil. Et il va noter dans son calepin où elles se trouvent chaque soir, etc., etc. Et une fois qu'il a fait tous ces calculs, toutes ces observations, Kepler, il va établir trois lois qui vont décrire parfaitement le mouvement des planètes autour du système solaire. Ces lois qui vont expliquer donc le mouvement des planètes autour du système solaire, bah, elles s'appliquent aussi pour n'importe quoi qui tourne autour d'un astre. Par exemple, pour un satellite qui tourne autour de la Terre, pour une lune qui tourne autour d'une planète, pour une planète qui tourne autour d'une autre étoile, les lois de Kepler sont toujours vérifiées. Alors qu'est-ce qu'elles racontent, ces lois déterminées par Kepler? La première loi de Kepler, c'est la plus simple, c'est que Kepler, en fait, il a observé que les planètes, elles faisaient pas des jolis cercles comme ça, parfaits autour du Soleil, mais elles faisaient en fait plus des ovales, et des ovales comme ça, on appelle des ellipses, on appelle ça des ellipses en mathématiques. Donc les planètes, en fait, elles vont tourner en ellipse autour du Soleil. Donc sa première loi, c'est celle-ci, hein. Dans le référentiel du Soleil, donc dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'inertie d'une planète, c'est une ellipse, c'est un ovale, et le foyer, le Soleil, pardon, il est sur l'un des foyers de l'ellipse, hein. Une ellipse, ça a deux foyers, ça a deux points particuliers. Bah, le Soleil, il occupe un de ces deux foyers. Alors, soit vous dessinez le Soleil ici, soit vous dessinez le Soleil ici, c'est votre goût, hein. Et donc la planète, elle va tourner comme ça, sur une ellipse autour du Soleil. Ok. Donc ça, c'est sa première loi. Donc c'est pas des cercles, c'est des ellipses. La deuxième loi de Kepler, on appelle ça aussi la loi des airs. Kepler remarque un truc particulier. C'est qu'en fait, ok, un soir, il regarde où se trouve une planète. Donc admettons que la planète, on va dire que c'est Mars par exemple, et Mars se trouve ici. Il déclenche son chronomètre Kepler et il vient regarder Mars 10 jours après, à la même heure. Et quand il revient 10 jours après, Mars est arrivé ici. Donc ça veut dire qu'en 10 jours, Mars, elle a fait ça. Bon, il revient quelques mois plus tard, à ce moment-là, Mars est ici. Là, il redéclenche son chronomètre et 10 jours après, il remesure où est Mars à nouveau. Et dans ce cas-là, il mesure maintenant que Mars c'est ici. Donc ça veut dire qu'en 10 jours, Mars a fait ça, mais un peu plus tard, en 10 jours, Mars elle a fait ça. Donc déjà Kepler il remarque un truc bizarre, c'est que du coup Mars elle va pas tout le temps à la même vitesse. Puisqu'on voit ici qu'en 10 jours Mars elle a fait une grande distance, donc ça veut dire qu'elle a une grande vitesse, et ici elle a fait une petite distance, donc une petite vitesse. Donc il voit que la vitesse elle change. Mais en fait il remarque un truc très particulier, c'est que, regardez la partie violette en fait, si on mesure l'air de la partie violette pendant les 10 jours là, ici, cette air ici, bah, c'est exactement la même que celle-ci. Et ça c'est vrai en fait pour n'importe quel moment. Si vous prenez Mars sur 10 jours plus tard, elle va balayer toujours la même air. Et donc on appelle ça la loi des airs. L'air balayé par un segment qui joint le Soleil et la planète, donc c'est ça le segment qui joint le Soleil et la planète, bah, l'air que va balayer ce segment, il est constant pendant une durée d'été donnée. Et donc ça c'est très important parce que cette loi elle nous permet de comprendre que bah, dans le référentiel héliocentrique, la vitesse d'une planète elle devient plus grande quand la planète est proche du Soleil. On voit qu'elle fait des plus grandes distances, hein. L'air va ici montre que pour que l'air ce soit la même qu'ici, bah, il faut qu'on parcourt une plus grande distance. Donc plus la planète est proche du Soleil, plus sa vitesse est grande. Et donc où est-ce que la vitesse de la planète est maximale? Bah, c'est quand elle est la plus proche de l'étoile, et donc c'est au périhélie. D'accord, c'est ici. Et où est-ce que la vitesse de la planète est la plus faible? Bah, c'est là où elle est le plus loin de l'étoile, et donc c'est ici, on appelle ça l'aphélie. La troisième loi de Kepler, on appelle ça la loi des périodes. Alors là, c'est un petit calcul. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Donc regardez Kepler, en fait, je vais prendre le mouvement de deux planètes différentes. Par exemple, je sais pas moi, je prends Mars et Neptune. Donc on voit que Mars ici, elle fait un ovale, une ellipse qui est plus petite que Neptune. Ok. Kepler, en fait, il va mesurer la période. La période, c'est grand T. C'est combien de temps met la planète à faire le tour complet. Donc il regarde ça pour Neptune, il regarde ça pour Mars, et il remarque un truc particulier. C'est que si on divise la période au carré par le demi-grand axe au cube, ça donne une valeur constante. Alors qu'est-ce que c'est le demi-grand axe, hein? Le grand axe ici de l'ellipse, c'est ça.
Bah, si je le coupe en deux, j'obtiens ici les demi-grands axes, donc A ici, demi-grand axe. Et bien si je fais T2, donc la période au carré, le temps que met ici la planète à tourner autour, et que je divise, donc je mets ça au carré, je divise par cette distance par A au cube, si je fais ça pour cette planète et si je fais ça pour cette planète, bah, je trouve le même résultat. Donc pour n'importe quelle planète, quand je fais T2 divisé par A3, je trouve une constante. Et pourquoi c'est hyper important ça? Bah, c'est important parce qu'imaginez, vous trouvez une nouvelle planète là, qui est en train de tourner autour du Soleil. Et ben si vous connaissez combien de temps elle met à tourner autour, bah, du coup vous pouvez définir la taille de l'ellipse et donc à quelle distance elle se trouve. Puisque la constante ici c'est tout le temps la même. Donc c'est la remarque que j'ai écrite ici, hein. Quelles que soient les planètes choisies, le rapport est toujours le même. Il ne dépend pas donc de la planète, mais uniquement des caractéristiques du Soleil. Et donc ça, c'est les 3 lois de Kepler qui sont à connaître par cœur. On peut vous les demander le jour du bac. Et maintenant, on va voir comment on les utilise avec un exercice de bac, justement, qui est tiré d'un sujet de 2022 sur la planète Mercure. Alors le sujet nous raconte quoi? Il nous dit que Mercure, c'est la planète la plus proche du système solaire. En première approximation, sa trajectoire, c'est circulaire, donc en approximation, hein, sinon c'est une vraie ellipse. Toutefois, de toutes les planètes du système solaire, justement, c'est celle qui possède l'orbite la plus excentrique, donc c'est celle qui ressemble le plus à un ovale. Okay. Sa distance au Soleil varie entre 0,31 et 0,47 unités astronomiques. La vitesse orbitale de Mercure vaut en moyenne 47 km par seconde, on sait qu'il faudra convertir en mètres par seconde, hein. Varie quant à elle entre les valeurs extrêmes, donc on voit que la vitesse elle passe par un minimum et par un maximum. Première question, énoncer la première loi de Kepler, représenter sans souci d'échelle l'allure de la trajectoire de Mercure autour du Soleil. Le schéma fera apparaître la position du Soleil et le demi-grand axe de l'orbite. Bon bah du coup, on dessine le Soleil qui est au foyer de l'ellipse. J'ai mon Mercure qui est en train de tourner ici sur l'ellipse. Le grand axe ici c'est A, donc le demi-grand axe, le grand axe pardon, c'est ça, donc le demi-grand axe que j'appelle A c'est ça. Et on me dit que Mercure elle est au plus près du Soleil quand elle est à une distance de 0,31 unités astronomiques, donc où est-ce qu'elle est plus proche du Soleil Mercure? C'est quand elle est ici, au périhélie, donc ça fait 0,31. Et on me dit que Mercure elle est le plus loin quand elle est à 0,47 unités astronomiques. Quand est-ce que Mercure est le plus loin? C'est à l'aphélie, hein, c'est ici quand elle est ici. Donc là je peux savoir que ça fait 0,31 et ça fait 0,47. Et j'énonce quand même la première loi de Kepler, hein. Le schéma il est bien, mais j'énonce quand même la loi. Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'inertie d'une planète, donc ici Mercure, c'est une ellipse dont le Soleil est placé à l'un de ses foyers. Ok, donc ça c'est pour la question 1. Question 2, on vous demande en vous appuyant sur le schéma réalisé et sur les informations tirées du texte, montrer par un calcul simple que le demi-grand axe, donc que A, vaut 0,39 unités astronomiques. Donc il faut montrer que ça fait 0,39 unités astronomiques. Alors c'est pas très compliqué, hein. On voit ici en fait que cette distance-là là, et celle-là, bah, quand je les additionne, ça fait la distance totale. Donc c'est tout le grand axe ici. Donc en fait, je me rends compte que tout le grand axe, c'est 0,31 plus 0,48. Mais le grand axe, c'est quoi? Bah, en fait, c'est 2 fois le demi-grand axe, hein. Donc si j'ai A ici et j'ai A ici, bah, c'est bien égal à 0,31 plus 0,47. Donc 2A, c'est égal à 0,31 plus 0,47. 0,31 plus 0,47, ça fait 0,78. Et donc, je fais passer le A de l'autre côté, là, donc ça fait 2 fois A ici. Donc A, c'est 0,78 divisé par 2. Et donc A, c'est 0,39 unités astronomiques. C'est bien ce qu'on va demander de prouver. Ça, c'est souvent posé, hein, le jour du bac. On vous demande de jouer ici avec le demi-grand axe. Troisième question, énoncer la deuxième loi de Kepler. Appliquer cette loi pour déterminer dans quelle partie de la trajectoire de Mercure atteint la vitesse de 39 km par seconde. Une justification claire pour laquelle le schéma pourrait être complété est attendue. Alors du coup, la deuxième loi de Kepler, c'est la loi des airs. L'air balayé par un segment joignant le Soleil et la planète, donc Mercure, est constante ici pendant une durée d'été donnée. Et donc quand on voit le petit schéma ici, on se rend compte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans le cours, hein, que quand on est ici proche du Soleil, la vitesse est maximale, et quand on est loin du Soleil, la vitesse est minimale. Donc où est-ce que la vitesse va être maximale? C'est au périhélie. Où est-ce qu'elle va être minimale? C'est à l'aphélie. Donc là, quand on vous parle de 39 km/h, c'était la vitesse minimale. Donc la vitesse minimale de Mercure, c'est la vitesse quand elle est le plus éloignée du Soleil. Et donc c'est au niveau de l'aphélie, c'est ici. Question petit 4. On vous demande d'énoncer la troisième loi de Kepler, préciser le sens des lettres T et A, justifier ensuite que cette planète parcourt l'ensemble de son orbite autour du Soleil en un peu moins de 3 mois. Bon bah la troisième loi de Kepler, c'est la loi des périodes, donc c'est T2 sur A3 égale constante. On vous demande de dire ce que ça veut dire T et ce que ça veut dire A. Donc T, c'est la période de révolution de la planète en secondes, donc c'est combien de temps elle met en secondes pour faire le tour de l'étoile. Et A, c'est la taille du demi-grand axe de l'ellipse. Du coup, qu'est-ce que je connais ici? Moi, ce qu'on me demande, c'est calculer T. Et on me demande quoi comme information? Alors le A, moi je le connais, hein, je sais que c'est 0,39 unités astronomiques. J'ai fait ça dans la question 2. Et la constante, on me la donne ici.
ici. Donc en fait, moi je cherche la période, donc je fais passer le a au cube de l'autre côté. Donc t carré, c'est constante fois a au cube. Si je veux t, bah, je prends la racine de ça. Donc c'est la racine de la constante fois a au cube. Bon, bah c'est terminé, hein. La constante elle est donnée. A c'était 0,39 unités astronomiques. Donc une unité astronomique c'est ça, donc ça fait 0,39 fois ça, mètres. Et du coup, quand je prends ma calculatrice, je trouve que ça fait 7,6 millions de secondes. Hein, vous avez le résultat de la calculatrice ici. Alors j'aimerais bien quand même savoir combien ça fait en mois. Donc je sais que dans un jour, alors dans une heure, il y a 60 minutes. 60 minutes, c'est 60 fois 60 secondes. Donc dans une heure, il y a 3600 secondes. Dans une journée, il y a 24 heures. Donc dans une journée, il y a 24 fois 3600. Ça veut dire 86 400 secondes. Donc ça, c'est dans un jour. Moi, des secondes, j'en ai pas 86 400. J'en ai 7 millions 6. Donc 7,6 fois 10 puissance 6. Et donc ça correspond à combien de jours? Je fais un produit en croix. Hein. 1 fois 7,6 fois 10 puissance 6 divisé par 86 400. Et je trouve finalement que ça fait 88 jours. Donc ça veut dire que Mercure, elle met 88 jours à faire le tour du Soleil. 88 jours, c'est un peu moins de 3 mois. 3 mois, c'est en gros 3 fois 30 jours. Donc ça fait 90 jours. Donc un peu moins de 3 mois, c'est exactement ce qu'on m'a demandé. Donc vous voyez, hein, on vous demande dans ce sujet les 3 lois de Kepler, on vous demande de les énoncer, de jouer un petit peu avec. C'est pas très compliqué, on fait attention aux unités, hein. Le temps c'est toujours en secondes, ça faut pas se tromper. Donc la période, on la met toujours en secondes. Mais voilà. Voilà, j'espère que c'est plus clair les lois de Kepler et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.